Hello et bienvenue dans Histoire d'auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie aux bagnoles. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs. Ils ont un point commun, de l'essence coule dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leurs goûts, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. Et donc, troisième épisode du podcast Histoire d'auto, et aujourd'hui je reçois un photographe, et pas n'importe lequel, c'est Thibaut. Salut Thibaut. Salut tout le monde. Peut-être que déjà tu peux te présenter pour nos auditeurs. Oui, bien sûr, Thibaut, TIBO, ma signature, photographe depuis maintenant 16 ans déjà, et photographe quasiment exclusivement automobile aujourd'hui, bien que j'ai eu un parcours un peu plus divers au départ. Mais voilà, le chemin a fait que je ne fais plus que de l'automobile aujourd'hui. Et voilà, presque 40 ans, c'est toujours un métier de passion que je suis heureux d'exercer encore et toujours. C'est justement, t'as suivi quelle formation en fait ? Alors un peu atypique parce que j'ai fait une fac d'économie. Je suis allé jusqu'en master. Rien à voir, absolument rien à voir, mais sous la pression paternelle, on va dire qu'il y avait un diplôme qui était un peu nécessaire. Et après, j'avais carte blanche à partir du moment où le diplôme était décroché. Donc le deal était posé en ces termes. Et comme j'étais réellement motivé par la photo, j'ai fini par être réellement motivé pour décrocher ce diplôme-là. Et donc j'ai eu mon diplôme, et sitôt mon diplôme d'économie en poche, j'ai fait de la photo. Voilà. Donc j'ai tenu parole. Mais voilà, donc résultat, 4 ans de fac à Assas, et puis après tout de suite, alors en parallèle, tant que j'étais à la fac, j'assistais à un photographe qui était un peu connu, qui s'appelait Patrick Sautelet, qui travaillait notamment pour Peugeot et pour Renault, qui faisait à l'époque tous les concept cars, tous les lancements de produits, etc. Ouais. Donc j'avais quand même une formation sur le tas, et en parallèle de mes études. Voilà le parcours résumé en 2 secondes, ce qui nous amène à vraiment mon début professionnel qui était 24 ans. Donc les 18-24 ans se sont passés à moitié à la fac, à moitié sur le terrain, en train d'assister. D'accord, donc t'as pas fait d'école de photo en tant que telle, de vraie école de photo entre guillemets quoi. Non, alors j'ai eu les bases parce qu'en fait la passion s'est déclenchée un peu avant tout ça. J'ai eu des bases à partir de l'âge de 14 ans, là aussi par mon papa qui m'a initié avec le triptyque magique. Vitesse, diaph, sensibilité à l'époque sur les films. Donc, il m'a vraiment expliqué les grosses bases et ce qui m'a mis en fait le pied à l'étrier. Et après, moi, j'ai suivi mon petit bonhomme de chemin. Et c'est vrai que l'assistanat, qui est peut-être la meilleure école, parce que c'est l'école la plus pratique d'apprentissage sur le tas, a fini ma formation. Après, c'est aussi un métier dans lequel on n'a jamais fini d'apprendre parce que la technique évolue, les appareils évoluent, l'imagerie en elle-même évolue, c'est-à-dire que les attentes des clients évoluent. Donc heureusement parce que ça nourrit un peu aussi le renouveau et l'intérêt. Donc même encore aujourd'hui, après 16 ans de carrière, j'apprends encore tous les jours. D'accord. Du coup, t'as connu l'argentique, mais alors pas professionnellement. Non, pas professionnellement. Et déjà, même le photographe que j'assistais était déjà passé en numérique assez tôt. Donc, avec des petits appareils parce qu'aujourd'hui, on en rigolerait, mais ça faisait 5 millions de pixels. Ouais. Donc n'importe quel appareil photo d'un smartphone fait mieux que ça aujourd'hui. Ouais. Après, moi, effectivement, dans ma prime jeunesse, j'ai connu l'argentique et surtout, j'ai fait beaucoup de développement de films et de tirages en argentique, ce qui était très formateur aussi pour l'analyse d'une image, les zones sombres, les zones claires, ce genre de choses-là, pour essayer d'avoir des images bien équilibrées, bien exposées. Donc ça a été une super école aussi. Mais c'est vrai que moi, j'ai tout de suite mis le pied à l'étrier avec des appareils numériques. Et moi, c'était 8 millions de pixels. Tu vois. C'était pas beaucoup mieux. Mais on faisait des doubles déjà avec ça, des doubles pages, ça fonctionnait. Tu te souviens de ton premier sujet publié dans un magazine ? Ouais, alors ça fera plaisir à certains parce que c'était avec Maxime Fontanier, le bien connu. Et c'était en Allemagne, si je me souviens bien. Et c'était un petit sujet un peu délire qu'il y avait à la fin de l'autojournal. Et c'était sur les monster trucks, tu sais, les gros camions avec des grosses roues qui sautent partout et qui écrasent d'autres voitures. Donc, un sujet plus sympa à faire en photo. Ouais, c'était assez atypique, c'était assez marrant. Commencer par ça, c'était sympa, sans pression non plus, parce que sur une dernière page de magazine, c'est plutôt, tu ramènes ce que tu peux, ce que tu veux, en apportant ton œil.
Donc sans pression. Et puis Maxime est un garçon charmant, donc Mhm. qui assume décontracter sur mon premier shooting. Et donc voilà, c'était ça. Tu sais que Maxime a commencé avec moi dans le métier. Bah, tu vois, comme quoi, les Voilà. grands esprits. On le salue, salut Maxime, si jamais tu nous écoutes. Je sais je pense qu'il écoute le podcast. Donc, justement, on va parler un peu matériel, puisque voilà, c'est quand t'es quand même photographe, le matériel c'est important. Tu utilises quoi? Alors moi, je suis Canon. Tu vois, j'ai assisté à un garçon qui était absolument lui Nikon. C'est un peu des batailles tu défends ta chapelle, hein, Ouais, j'allais tu t'en défends ta parler de la paroisse. guéguerre Nikon Canon. Ouais, et alors là, elle est un peu obsolète aujourd'hui parce que Sony est quand même un peu en avance techniquement. Canon doit annoncer des belles choses. Donc après, quand tu es photographe professionnel, ta réflexion elle est un peu différente. Effectivement, il y a une réelle importance sur l'avancée technologique du matériel que tu utilises. Mais tu finis par avoir investi de telles sommes dans ton matériel que tu es un peu contraint et tu as une grosse inertie avant de changer ton matériel. C'est-à-dire que tu attends vraiment d'être au bout, que ton matériel soit complètement obsolète avant de changer de marque. Parce qu'effectivement, le ticket d'entrée est quand même relativement cher, donc changer tout un parc d'optiques, des flashs, des boîtiers de secours, etc., ça peut être très élevé. Donc, tu as tendance à vraiment reculer jusqu'au dernier moment avant de faire une transition. Donc là, je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont passés dans les dernières années chez Sony. Ouais. Moi, j'ai tenu chez Canon. Je commençais à désespérer. J'espère que les prochaines nouvelles seront bonnes parce que mes appareils sont utilisés jusqu'à la corde. Mais ça fait le job. Ça fait le job. Le budget justement matériel pour un photographe pro comme toi, c'est de quel ordre d'idée? 10 000, 20 000, 30 000 T'es plus si tu veux un équipement complet avec aussi un ordinateur pour te permettre de traiter tes Ouais, images derrière parce qu'aujourd'hui, c'est une part qui est quand même ouais. suffisamment importante pour la mentionner. Et dans ton workflow, ta façon de travailler, c'est bien que ça ne ralentisse pas la façon dont tu produis tes images et tu les livres à tes clients. Donc, il faut quand même des ordinateurs qui tiennent un peu la route. Donc, si tu prends toute la chaîne de A à Z compris, si tu veux quelque chose, parce que là aussi, il faut que ça soit vraiment fiable, parce que là aussi, c'est un matériel professionnel, donc Hmm, tu en vis. Tu peux pas te permettre de dire à ton client, ah bah non, j'ai qu'un boîtier, il est tombé en rade. hmm. Sur le shooting, je ramène pas d'image, tu vois, c'est pas possible. Donc moi, j'ai toujours travaillé avec deux boîtiers, un boîtier de secours, j'ai toujours été assez prudent là-dessus et toujours privilégié la fiabilité. Donc forcément, ça a un prix aussi, c'est les gammes professionnelles, notamment moi chez Canon. Et donc, tu montes facilement ouais, entre 15 et 25, on va dire, en fonction de ton équipement optique. Ouais, ça fait un Donc, gros ça, investissement, ouais, surtout en début de carrière. ça fait un gros investissement en début de carrière. Après, si tu en prends soin, ça dure aussi assez longtemps, Ouais. notamment les optiques. C'est plus les boîtiers qui vont être dépassés Hmm. technologiquement que tu vas avoir tendance à changer plus fréquemment. Mais voilà, moi, je traîne un boîtier là qui a quand même, qui était le fer de lance de chez Canon, qui a quand même 7 ans et je pense beaucoup plus d'1 million de déclenchements. Qui est une bête et qui fonctionne toujours très bien, mais on atteint la limite technique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il va y avoir des choses bien meilleures dans le capteur sur le marché qui sont trouvables pour moins cher. Quelle qualité il faut avoir pour être un bon photographe, auto ou en général d'ailleurs, mais peut-être plus auto, ça nous intéresse plus nous autres. Ouais, alors je pense qu'en fait, faut être un peu curieux, faut être un peu curieux et surtout une sorte d'humilité quand je te disais qu'il faut en permanence aller chercher de nouvelles choses et continuer à apprendre. Je pense que c'est important de jamais se reposer sur ses lauriers, jamais se dire qu'on est le meilleur et toujours regarder ce que font les autres Hmm. dans d'autres domaines aussi que l'automobile parce que c'est très enrichissant de regarder un peu les modes qu'il peut y avoir dans la photo de mode, la photo de culinaire, la photo architecturale, etc. Il y a souvent des petites techniques à aller piocher. Après, ton œil, c'est aussi, ça s'entraîne. Donc, c'est bien d'aller voir des choses, d'aller voir des expositions. C'est bien de faire des photos sur des sujets différents. Moi, j'ai pas mal de sujets personnels, tu vois, sur lesquels je communique pas, mais qui me font plaisir déjà et qui me permettent de garder un peu de fraîcheur après quand je retrouve une voiture. Donc, je pense voilà, faut garder cette sorte de fraîcheur qui te permet tous les jours d'aller au travail avec un grand sourire et que ça soit une belle voiture, parce qu'il y a aussi des voitures moches, mais que ça soit une belle voiture, une voiture qui est mal dessinée, mal équilibrée ou qui en tout cas à toi te plaît pas, bah tu vas quand même essayer de la magnifier si possible, si possible. Quand tu fais pas de l'auto en photo, qu'est-ce que tu shootes? Est-ce que c'est pour toi ou plutôt pro? Non, alors j'ai commencé, comme je te disais, j'avais été un peu large au début de ma carrière parce que j'ai fait beaucoup de culinaire. Ouais. J'ai fait aussi beaucoup de parfumerie pour Givenchy, Cartier. J'ai fait un petit peu de mode aussi. Je faisais des portraits, j'ai fait du voyage aussi.
Et en fait, tous les sujets me plaisaient parce qu'ils s'enrichissaient mutuellement. C'est-à-dire que quand je faisais des photos en studio de montres, après, quand j'arrivais sur une voiture qu'il fallait l'éclairer, c'était aussi beaucoup plus facile. Mhm. Donc, j'ai beaucoup appris comme ça. Après, c'est avec tes clients, par la force des choses, à un moment, tu t'es amené à te spécialiser parce que ton client te demande et si tu dis non, bah, il te rappellera pas. Ouais. Et donc, tu perds d'abord des clients mineurs et puis après, tu finis par rester dans un seul domaine et tu t'établis une sorte de petite réputation, on va dire comme ça. Et, euh, et puis, ça marche comme ça. Et puis, tu te retrouves à faire que de l'automobile. Donc, heureusement, l'automobile étant une passion aussi, je m'en plains pas, mais ça aurait pu être plus dur de faire que du culinaire. Je pense que ça aurait été plus Ouais. dur pour moi. Bah, après, ça dépend si tu goûtes les plats, ça peut être pas mal. Ouais, sauf que tout n'était. Malheureusement, tu sais que les petits trucs, j'ai travaillé avec un styliste culinaire qui faisait briller les steaks à coups d'huile de moteur. Ah, c'est moins bon tout de Et suite. ouais, donc c'était super beau, mais c'était rarement comestible, malheureusement. Ouais, j'ai vu des trucs comme ça, effectivement. Ouais. J'ai une question enfin, j'ai plusieurs questions d'un internaute qui s'appelle Ouvergrave, qui me les a transmises sur Twitter. La première, c'est est-ce que c'est frustrant de prendre des photos sans conduire? Alors, moi, je sais que tu conduis un peu, mais justement, vas-y, raconte-nous, explique-nous un peu. Des fois, t'as pas eu des grosses frustrations quand t'avais une bagnole de folie et que bah, c'est le genre journaliste qui l'essaye et pas toi? Alors, ouais, ça, ça n'engage que moi, hein. Moi, je dirais conscience professionnelle oblige. J'évite de conduire les voitures, sauf si je suis forcé parce qu'il n'y a pas assez de mains, mais j'évite de conduire les voitures tant que les shootings sont pas finis. Ouais. Après, je reste quand même un gros passionné d'automobile. Donc, je suis quand même amené à en conduire souvent parce que quand on photographie 4, 5, 6 voitures, c'est compliqué de trouver 6 chauffeurs. Donc, ça me Mhm. dérange pas de dépanner. Mais c'est vrai que j'aime bien ne pas les conduire, tout simplement aussi parce que au lieu de regarder la route, je regarde le décor et au lieu d'être concentré sur les trajectoires ou faire attention à la circulation, je regarde le sens de la lumière, je regarde où je peux m'arrêter, je regarde comment je peux placer la voiture. Donc je suis déjà plus actif et plus proactif dans la construction de mon image quand je Ouais, suis sur le siège passager. bien sûr. Voilà, tout simplement. Mais effectivement, quand la dernière photo est finie, j'ai parfois bien plaisir à me mettre derrière le volant et changer de place, quoi. Pas mal, personne me blâmera là-dessus. Non, clairement. C'est pas un peu dangereux comme métier? Je dis ça parce que, évidemment, les gens qui voient les photos ne voient pas le travail qu'il y a derrière. Et moi, je vois bien comment vous procédez. Et régulièrement, vous êtes dans les coffres des voitures, lancés à 50, 60 à l'heure. Des fois, j'en vois qui passent carrément la moitié du corps qui sort par la fenêtre de la voiture suiveuse pour shooter la voiture. Il n'y a pas des moments où tu te dis si jamais mon conducteur fait un faux mouvement ou qu'il est un peu brutal, je vais passer au travers. Je te dirais qu'un bon photographe, c'est peut-être un vieux photographe, c'est-à-dire qu'il aura survécu. Je sais pas, ça peut être une façon de voir les choses. Je pense que tu te calmes aussi avec l'âge, mais il y a une vérité, on est obligé de la reconnaître, c'est que ce qu'on fait sur la route, c'est un petit peu dangereux parce que t'es pas censé faire ça sur la route. Mhm. Après, c'est quand même ce qu'on nous demande, donc t'as le désir de satisfaire le client, t'as le désir de ramener des images. Donc, avec ces contraintes-là qui te sont posées, tu dis, je vais essayer de faire les choses, ramener des belles photos en prenant le moins de risques possible. Donc, c'est vraiment à toi de faire la balance entre les deux. Mhm. Moi, il se trouve que j'ai 2 enfants, j'espère faire ce métier-là pendant longtemps. Donc, j'essaie de conduire avec des gens, hein, que je connais, Ouais. dont je connais la conduite, qui me connaissent aussi, dont je connais les réactions aussi un petit peu. Après, moi, je suis dans le coffre, effectivement, où je sors un peu parfois la tête par la fenêtre. Je m'attache, j'ai un baudrier, Mhm. je fais attention. Après, effectivement, on n'est jamais à l'abri d'un risque, donc on essaie de le limiter. Mais c'est vrai que parfois on se fait des petites frayeurs, mais j'essaie de les éviter. J'essaie de les éviter au maximum. Je travaille sur des routes plus ou moins droites avec une bonne visibilité, Mhm. des routes calmes si possible, à des horaires où la circulation est calme. On met toutes les chances de notre côté. On n'est jamais à l'abri d'une erreur humaine déjà, Mhm. ou d'une réaction un peu bizarre d'une personne qu'on croiserait en face qui serait surprise par ce qu'on fait sur la route, Ouais. même si on roule pas vite dans l'absolu. Voilà, donc on essaie d'avoir triple précaution et d'anticiper tout ça pour pas être confronté à un problème grave. Je sais que personnellement, je pourrais jamais me foutre dans le coin d'une voiture pour quelque raison que ce soit. Et je pense que d'ailleurs, j'aurais la gerbe au bout de 3 secondes, à mon avis. Parce que Ouais, viser dans l'objectif en même temps, dans l'œilleton, en même temps que la bagnole elle bouge et tout, je sais pas comment vous faites. alors évidemment, moi je suis assez sensible, tu vois, au mal de mer, mais quand tu es concentré sur ton sujet, tu t'attends à te faire abstraction. Et puis comme c'est toi qui nettoie la voiture qui te suit, si tu vomis, c'est quand même pas marrant.
Alors j'ai une autre question de ce fameux internaute ouvert grave. Quelles sont les conditions nécessaires pour une photo d'auto réussie? Alors, moi, j'ai dans mon parcours, c'est parce que ça va expliquer un peu mes exigences. Tout le monde n'a pas la même exigence parce que on sert des clients qui sont un peu différents. Moi, dans mon parcours aujourd'hui, j'ai quasiment arrêté de faire de la presse directement. C'est-à-dire que je bosse très très peu pour les magazines. Je bosse de plus en plus avec les constructeurs directement. Donc là, le propos que tu sers, il est quand même un petit peu différent, même si souvent les images que tu fais pour les constructeurs se retrouvent dans la presse. Mais pour un constructeur, pour la presse, tu es vraiment sur un côté éditorial où tu vas essayer de raconter une histoire. Donc, tu aimes des photos un peu qui vont être vivantes, ou parfois il y a des défauts. Parfois, tu peux avoir dans ton cadre d'autres voitures, ça c'est toléré. C'est des choses que tu t'interdis un petit peu avec un constructeur parce que bah, tu représentes une entreprise et tu dois mettre en valeur un produit. Donc, tu as plutôt tendance à être effectivement très respectueux des règles de conduite déjà. Donc, tu fais jamais de photos sur une ligne blanche, du mauvais côté de la route, des choses comme ça. Tu essaies de mettre en valeur les lignes de la voiture parce que tu vends une voiture, tu vends un design. Donc pour faire plaisir aux designers, tu essaies de magnifier leur travail. Donc tu essaies vraiment de mettre en lumière ça. Ouais. Donc moi, j'ai un gros travail sur les lignes de carrosserie. J'essaie de les faire sortir un maximum. Et il y a beaucoup de photos qui vont passer à la benne parce que pour moi, elles servent pas ce propos-là. Souvent, tu vois, tu vas avoir des magazines qui vont être plus axés action, comme je pense notamment les magazines sportifs comme Sport Auto, où tu vas générer beaucoup de flou dans tes images pour amener du mouvement. Ça, les constructeurs, ils sont pas forcément friands de ça parce qu'ils aiment bien avoir quelque chose de très descriptif sur la voiture. Donc, il faut que tu amènes un peu de vie, un peu d'action, tout en ayant une voiture qui soit quand même bien illustrée et bien représentée. Donc voilà, ça, c'est les critères Ça fait vraiment énormément de généraux. contraintes en fait, hein. On n'imagine pas. Ouais, non, t'imagines pas. Et puis après, le problème, c'est quand on a ton lieu de shooting, ben, en fonction de ce que tu recherches, il faut que ton lieu de shooting corresponde. Donc voilà, ça peut être un petit peu compliqué, mais bon, on a chacun nos petites astuces. Et après, j'allais te dire, moi, il y a quelque chose de vrai. Je pense qu'une belle photo, tout le monde est capable de la reconnaître. Je pense qu'elle plaît à l'œil, même si tu es néophyte. Si tu mets une mauvaise photo Oui, à c'est côté d'une bonne instinctif. photo, Oui. instinctivement, Hmm. il y a quelque chose qui va se passer. Donc après souvent, voilà, moi je travaille dans les basses lumières, souvent lever de soleil, coucher de soleil, parce que c'est Hmm. les lumières que j'aime, c'est les lumières qui sont douces. Ouais. Mais il y a de très belles photos qui sont faites à midi aussi, avec une lumière qui sculpte bien les flancs. Donc ça va dépendre de chacun aussi. Ça va dépendre de chacun, mais il faut faire confiance à son œil. Tu préfères faire une séance photo pour un journal ou pour un constructeur parce que chacun a ses contraintes, comme tu l'as dit. Du coup, c'est dans quel contexte que tu prends le plus ton pied? Alors ouais, tu vois, moi j'allais dire, je vois pas ça sous le forme de contrainte. J'allais dire, chacun te propose un plaisir différent. Donc créativement, je pense que c'est peut-être plus sympa de travailler pour un journal parce que tu as plus carte blanche. Ouais. Après, moi j'aime bien travailler sous contrainte aussi. Donc en fait, essayer d'avoir des très belles photos avec plus de contraintes parce que les constructeurs t'en mettent quand même beaucoup plus de contraintes. C'est un peu le défi. C'est un peu le défi, surtout quand tu arrives à un certain, entre guillemets, enfin, une certaine expérience dans ta carrière. Réussir une photo avec une belle voiture, un beau décor, une belle lumière, ça représente plus vraiment de défi pour toi. Ce qui peut être marrant, après, c'est une voiture que t'aimes pas, essayer d'en sortir une belle image dans des conditions que t'as pas choisies, sous la pluie, et dans des décors que t'as pas Ouais. choisis. Donc, c'est un peu pervers, mais tu peux trouver du plaisir quand même là-dedans. Tu Et vois, ben c'est ça le justement, pire. t'introduis une autre question que cet internaute décidément très curieux à poser. Existe-t-il des voitures qui sont plus faciles ou plus difficiles à photographier que d'autres? Ouais, bien sûr, c'est évident. Je pense que toute voiture sportive de grande marque comme Porsche, Ferrari, Lamborghini, on va dire quasiment à peu près où qu'on les mette, ça va être assez flatteur et ça va être Ouais. assez facile. Elle est souvent basse, elle est souvent racée, elle est souvent sur le grande roue, des porte-à-faux qui sont un peu minimes. C'est là aussi où les designers se font le plus plaisir. Donc Ouais. c'est assez logique que ça soit les plus faciles à photographier. Euh, Quand tu es sans parler du multiplat, mais quand tu es sur une Clio diesel avec des petits trous en 15 ou en 16, avec des enjoliveurs, des plastiques, des pare-chocs en plastique, en région parisienne, Un jour de grisaille. un jeudi de novembre, bah là, tu te craches dans les mains, quoi. Tu vois. Donc, les plaisirs sont différents, encore une fois.
On demande de plus en plus souvent aux photographes de faire de la vidéo. Bah oui, maintenant, aujourd'hui, le journaliste, c'est aussi sur Internet. Et sur Internet, on est friand de vidéo. Est-ce que tu t'es déjà essayé à ça? Je sais que c'est un vrai virage pour les photographes. Comment tu l'appréhendes, toi? Alors c'est ça, aujourd'hui, c'est principalement une demande qui émane de la presse, Ouais, qui, avec des budgets limités sur une même journée de shooting, en fait, essayent de remplir à la fois leur site internet et leur page de magazine. Moi, aujourd'hui, je fais un peu de vidéo, plutôt pour m'amuser que pour une réelle demande de la part de mes clients, parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec des constructeurs, donc qui mettent un peu plus de moyens, ne serait-ce que temporels, c'est-à-dire qui accordent un peu plus de temps pour faire les images. Et plutôt que de faire deux choses qu'on ferait à moitié bien, ils préfèrent prendre deux équipes, une équipe vidéo, une équipe photo, et que chacun fasse vraiment bien son travail. Donc moi, je suis pas trop concerné pour l'instant par ça, mais moi, ça m'intéresse. Une image qui bouge et une image fixe. Enfin, voilà, un film, c'est que 24 photos à la suite. Hein, ouais, mais c'est je me dis, possible. pour moi, je travaille à la fois avec des photographes et avec des cadreurs, et je me dis, c'est tellement, de mon point de vue, c'est tellement pas le même métier, parce que même, tu vois, par exemple, un bout de route va être super en photo et va rien rendre en vidéo, parfois l'inverse, et je me dis, c'est vraiment pas le même métier, quoi. C'est pas le même métier, mais je pense que là aussi, si tu fais confiance à ton œil et que tu comprends, moi, ce qui est vraiment, pour moi, ce qui change fondamentalement entre une photo et une vidéo, c'est qu'une photo, finalement, tu racontes pas une grosse histoire derrière. Une vidéo, avec tout le montage qu'il y a, t'as un vrai propos qui est tenu du début à la fin, t'as une image qui doit servir le propos qui est tenu aussi par le journaliste. Donc, tu as quelque chose de très construit que t'as pas forcément en photo. Donc, cette construction en amont et en aval par le montage derrière, elle est quand même aussi assez intéressante. Ouais. Et souvent, il faut que tu arrives avec tu vois, un peu ton film quasiment préconçu dans ta tête, et tu n'essaies de faire qu'une chose, c'est de le réaliser après sur le terrain. Mais effectivement, comme tu dis, il y a des contraintes qui sont bien différentes. Je pense qu'il est facile de comprendre les contraintes de la vidéo et de la photo et de trouver après des routes qui s'adaptent. Je pense que ça, c'est pas un gros problème. Quand tu as cette culture de l'image-là, j'aurais plus de mal sur la narration, je pense, sur un vrai sujet Ouais. que, que pour trouver les spots. Quel est ton meilleur souvenir de reportage? Il y en a beaucoup parce on a quand même la chance de faire un joli métier. Ouais. Donc, il y en a pas mal, beaucoup de belles voitures aussi, forcément. Mais je pense que un des plus, c'est pas forcément les voitures les plus qui font le plus rêver, même si c'est quand même deux très très belles voitures. Mais j'ai eu des voitures qui font plus rêver que ça, mais c'était avec Porsche parce que c'est un de mes clients, Porsche France. Ouais. Et on avait fait un road trip aux États-Unis avec une Panamera GTS et un Cayenne GTS. Donc, Ouais. qui sont pas le top de la gamme chez Porsche, mais qui sont quand même deux superbes voitures. Et ce qui était marrant, c'était vraiment de prendre à contre-pied l'usage qui est fait de ces voitures-là et de les emmener faire un gros road trip aux USA avec des dodos sous la tente, avec tous les journalistes, des feux de bois pour faire griller la barbaque le soir. Ah ouais, sympa. Et puis tout ça avec quatre mecs qui, quand ils débarquent le lendemain à Las Vegas, tu vois, sentaient le feu de bois parce qu'ils avaient campé la veille, quoi, avec les sacs de couchage qui étaient en vrac dans la voiture, les tapis de sol, les tentes qui étaient à peine démontées. Non, ça c'était assez marrant. C'était assez marrant justement de pas se prendre au sérieux sur des voitures comme ça. Le Ça c'était contraste entre le côté ouais, luxueux sportif de la Porsche et le camping à côté de la voiture, quoi. ouais, qui au final désacralise pas mal l'expérience. Ouais. Mais en revanche, qui un lien assez étroit parce que résultat, moi j'ai une grosse affection pour ces deux voitures-là Hmm. depuis, quoi. Justement, quelle auto rêverais-tu de photographier? Ouais, c'est une bonne question. Après, j'ai la chance de travailler avec Porsche, qui pour moi, Porsche, enfin la 911 est un des plus beaux dessins, Ouais. très très pur, et c'est peut-être le dessin que je trouve le plus sympa sur lequel travailler. Après, j'ai eu la chance de photographier beaucoup de voitures, donc il n'y a pas forcément de voitures sur lesquelles je rêve. Et en fait, aujourd'hui, je peux prendre plaisir. C'est plus les décors qui vont me faire plaisir. C'est plus les lumières, les instants que tu vas glaner avec la voiture. La voiture est quasiment plus une excuse, Ouais. qui me font plaisir. Donc après, tu m'emmènes faire un lever de soleil dans un beau col des Alpes. Bon, c'est mieux qu'une sportive, mais même un petit cabriolet, ça me ferait plaisir. Même une Dacia Sandero? J'ai fait des reportages très sympas dans Chia Mais Sandero bien sûr, en Alsace. mais en En fait, la Alsace. voiture, au-delà de ça, c'est juste un moyen, un outil pour vivre des expériences, en fait, c'est ça, quoi. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. C'est un moyen pour voyager pour beaucoup de personnes.
Et qu'importe la destination, ce qui est important, c'est le voyage. Et tu vois, pour moi, c'est la même chose. Ça me permet des aventures avec les personnes que j'apprécie généralement. Et c'est ça qui est sympa, quoi. Après, c'est la cerise sur le gâteau, hein, une 911 par rapport à une Sandero. On dit jamais non, bien sûr. On est quand même des gens passionnés à la base, hein. Tu as récemment été expatrié à Hong Kong, alors est-ce que tu peux nous Mhm. parler un peu de cette aventure d'un photographe Frenchie qui s'installe au pied des tours de Kowloon? Ouais, alors ouais, bien sûr. J'avais une envie d'expatriation depuis longtemps parce que on est dans un domaine où on voyage beaucoup et plus on voyage, plus on a envie de voyager. Exact. Et à un moment, pour vivre le voyage pleinement, faut aller habiter ailleurs. Donc c'est vrai que j'avais cette envie-là depuis longtemps. Mais de manière assez étrange, même si on voyage beaucoup, c'est souvent des voyages courts, donc les Ouais. expériences sont assez superficielles. Hmm. Donc là, en l'occurrence, l'expérience hongkongaise qui vient de s'achever parce que je suis de retour depuis 15 jours. L'expérience hongkongaise, c'est grâce à ma femme. Et donc, on est parti 3 ans là-bas et c'était absolument passionnant. Et moi, ce que j'ai vu tout de suite, parce qu'à Hong Kong, au niveau, même s'il y a une grosse scène de collectionneurs privés au niveau automobile, il se passe pas grand-chose parce que c'est un petit marché. Il n'y a pas de siège, il n'y a pas de siège d'une marque qui est Infinity, mais ils sont partis. Donc, il n'y a pas de siège, même régionaux là-bas. Mais en revanche, on est aux portes du marché chinois. Donc, ce qui m'intéressait, c'est d'aller gratter un peu à la porte du marché chinois, qui est quand même le plus gros marché chinois, le plus gros marché automobile du Ouais, monde, ouais. et de voir un peu ce qui s'y passe, de voir un peu comment ils travaillent l'imagerie autour de l'automobile là-bas, sachant qu'il y a très peu de presse et aussi souvent de la presse qui réutilise des photos constructeurs. Et donc, alors c'est pas évident parce qu'il y a des barrières culturelles, ça fonctionne différemment de l'Europe, donc c'était pas facile. Et puis en fait, j'étais pas autant en France, j'ai un petit nom, autant là-bas, j'étais personne. Donc ça a été un vrai défi. J'ai quand même fait deux, trois pubs qui resteront des souvenirs épiques aussi, avec des demandes très particulières, parce que là aussi, c'est calqué sur des demandes chinoises, Ouais, la avec culture un public, locale. avec un public chinois. Donc j'ai fait des images que je n'aurais absolument jamais faites en Europe, Comme quoi, par mais c'est exemple? marrant. Bah, pour Mercedes, j'ai fait une image, une campagne de pub qui était assez marrante. C'est Mid-Autumn Festival. En fait, c'est un peu le Noël chinois. C'est le moment où ils se retrouvent en famille. Donc, c'est le festival du milieu de l'automne. Et c'est une grosse fête. Il y a des jours fériés. Donc, c'est vrai qu'en Chine, c'est assez important. C'est souvent, voilà, donc on se réunit en famille. Il y a des gâteaux qu'on mange qui sont des gâteaux de lune. Donc, il y a beaucoup de symboles derrière tout ça. Et donc, il m'avait demandé de faire une image avec une voiture. Ça, c'est souvent c'est les briefs artistiques qui peuvent être assez marrants. Et après, elle charge à toi de les réaliser avec une voiture, ce n'est pas faisable en Europe, mais qui est faisable en Chine, sur la plage, sur le sable, Ouais. de nuit, avec une demi-lune qui se reflète et qui, par le reflet, crée une pleine lune derrière la voiture qui englobe la voiture et son reflet aussi. Tu vois. Oh là là! Assez, assez barré, avec, comme c'est un moment familial, avec une famille, avec un enfant, bien sûr, en Chine, un papa, une maman, un enfant qui avance vers la voiture, tout ça de nuit avec un ciel étoilé. Donc Délicieusement là, alors, kitsch. délicieusement kitsch, je garde l'image avec affection, elle est pas mal. J'en suis, bah, c'est ça le but aussi, tu sais, quand t'as un brief où culturellement, toi, tu vas pas adhérer, je peux pas dire je peux pas dire que c'est moche ou c'est pas moche. Je pense que là-bas, ils l'ont trouvé, d'ailleurs, ce qui a été validé, c'est qu'ils l'ont trouvé vraiment sympa. Oui, Après, charge à toi d'en faire, même si tu as un brief sur lequel tu n'adhères pas, charge à toi d'en faire un truc sympa et un ouais, résultat qui soit déjà crédible ouais. et qui te plaise un peu. Ouais, Donc, parce que le c'était coup du clair de lune, je visualise difficilement comment faire un truc crédible avec ça, mais si tu y arrives, bravo, hein. Ouais, bah, je te l'enverrai à l'occasion. Grave, grave. C'est assez marrant. C'est assez marrant. Mais voilà, les défis culturels étaient sympas à relever. Et après, j'avais fait des trucs beaucoup plus sobres pour une marque du groupe Volkswagen qui n'existe pas en Europe, qui s'appelle Sol, qui est une marque Ouais. électrique. Voilà. C'était des petites incartades en Chine qui étaient assez plaisantes. Et après, mais j'ai jamais lâché mes clients européens. Toi, je suis toujours revenu bah, tu m'as vu, hein, tu m'as vu en Europe plusieurs fois. Ouais, ouais, ouais. Je suis toujours revenu en Europe pour garder, parce que je suis assez fidèle dans mes relations. Donc voilà, je me faisais un point d'honneur à venir depuis la Chine pour continuer les collaborations avec les clients que j'ai.
Et est-ce que tu as, alors on s'éloigne un peu de la voiture, mais est-ce que tu as un peu suivi les événements qui se passaient à Hong Kong, les manifestations géantes et tout ça? Est-ce que toi, en tant que photographe, tu t'es un peu glissé dans la peau d'un photoreporter ou tu étais juste comme ça, un peu intrigué, mais sans plus? Alors, j'ai souvent été absent malheureusement sur les gros moments de manifestation parce que j'étais en Europe notamment. Ça a commencé en juin l'année dernière, donc il y a un an. J'étais souvent absent sur les pics de manifestation. Et en fait, il y a un moment où moi ça m'aurait vraiment intéressé, mais comme ça a vite dégénéré, il y a un moment où il fallait vraiment être équipé, notamment avec des vrais masques à gaz. Ouais, Et tu as aussi quelque chose qui est un peu. Moi, je représentais pas d'agence, je représentais pas de journaux derrière moi, donc j'avais aucune puissance derrière moi pour m'épauler. mhm. En cas de problème, il faut bien savoir aussi que moi, j'étais là-bas pour ma femme et grâce à ma femme. En cas de problème, ils n'hésitent pas à faire sauter tes visas, à te renvoyer manu Ouais, militari si tu déplais. C'est clairement un système qui est pas tout à fait, enfin qui est pas du tout démocratique. Donc le Hongkongais, ils peuvent pas le renvoyer parce qu'il est chez lui, ils le mettent en prison, ouais. voilà. Mais le Tu risquais de Français mettre qui ta famille en vient, difficulté. Ouais. voilà. Donc je m'en suis abstenu, mais même si j'aurais bien aimé. Ouais. Après, moi, j'ai eu d'autres approches de la ville en dehors de ce contexte-là, voilà, qui étaient un peu en photo-reportage assez intéressantes aussi. En fait, moi, j'ai sur lesquelles je me suis vraiment épanoui. Mais je garde cette petite amertume-là de pas avoir osé aussi probablement franchir le pas. Encore une question de notre internaute Ouvert Grave. Est-ce que ton métier a changé ton regard sur les autos? Euh, Ou sur l'industrie, peut-être au sens large, d'ailleurs peut-être pas que sur l'objet voiture. Non, écoute, c'est une industrie il est resté assez, je pense, j'espère avoir un regard encore assez neuf et enthousiaste, parce que ça reste une belle industrie. Ça reste une industrie où tu croises quand même des gens assez extraordinaires et tu as tout un tas de métiers. Moi, ça me fascine d'avoir un grand nombre de métiers, une grosse diversité de métiers qui travaillent ensemble main dans la main et qui font un produit qui te paraît complètement banal, mais quand tu vois les forces qui sont en action pour faire avancer une voiture, ça, je Mm. suis toujours fasciné. Et je pense que je regarde ça avec un peu de fascination. Je pense que j'aurais voulu dessiner des voitures. Enfin, j'ai voulu être designer avant d'être photographe. Je Ouais. pense que le stylo en a décidé autrement. Je trouvais que c'était plus simple de magnifier le travail des autres. Mais ouais, je pense il y a cette fascination encore enfin, que je garde pour le produit. Pour le produit. Qu'est-ce qui te plaît le plus et qui te plaît le moins dans le métier que tu exerces? Ah, ça va être très terre à terre, hein. Ce qui me plaît le moins, c'est assez facile. Il y a dans les catégories de photos qu'on fait, il y a des photos d'intérieur qui sont toutes les Les photos qui détails, illustrent à la noix, les, dé- les détails, les grands plans sur les boîtes de vitesse, la boîte à etc. gants, le Ouais, coffre, les places arrière. c'est pas le meilleur moment, surtout quand il pleut et que tu as des voitures entièrement neuves ou sur lesquelles tu passes, pour un constructeur, tu peux passer, enfin, je peux faire des journées entières d'intérieur si Ouais. j'enchaîne trois ou quatre modèles. Donc, mais j'essaie de le faire toujours à la même chose. Hein, il n'y a pas de petites photos, donc j'essaie de le faire bien. Et c'est pour ça que c'est dur aussi. C'est pas les photos les plus, en plus les plus valorisantes parce que généralement elles passent en petit. Oui. Ça reste une boîte à gants au final, Oui, c'est mais difficile de faire du joli avec une boîte à gants, oui. ouais. Mais je me suis toujours dit, il faudrait que je le fasse. Je me suis toujours dit un jour, faut que je fasse un book avec tous les leviers de vitesse que j'ai photographiés ou Oui, tous les grave. volants. Et je me dis, voilà, pour voir, mais je pense que ça me ferait peur, en fait, du nombre de boîtes de vitesse que j'ai photographiées, et du nombre de commodos, de volants, d'essuie-glaces. Donc, j'en rigole, mais je pense que je le ferai pas parce que ça me ferait flipper. Et Du alors, temps gâché. ce qui te fait le plus kiffer, alors, on a compris que c'était pas les leviers de vitesse, mais du coup, c'est quoi? Ouais, moi j'aime bien. Moi j'ai un vrai, comme je te le disais un peu plus tôt, j'ai un vrai faible sur les belles lumières du début de journée et fin de journée. Donc un beau lever de soleil dans un décor naturel. C'est ces lumières-là où en plus tu vois tout est calme. Généralement, c'est Hmm. des moments Un peu un peu de magique. recueillement, ouais, un peu de recueillement aussi avec la nature parce que vraiment tout est vraiment calme à ce moment-là. Ça dure pas longtemps. Tu sais que tu as 30 minutes Ouais. sur lesquelles faut que tu donnes tout. Et c'est des moments assez sympas. Il y a vraiment une sorte d'excitation après. Avec un vrai contentement, si tu as réussi ton lever de soleil, avec un vrai contentement. Donc, peut-être les plus sympas. Après que ça soit en statique ou en dynamique, parce que d'ailleurs, je fais un peu de dynamique aussi Ouais. avec des voitures roulantes, sur ces belles lumières-là, ça marche aussi très bien, mais c'est vrai que ça fait plaisir.
La partie post-traitement, on l'évoquait brièvement au début d'entretien, ça devient autant à l'époque où c'était l'argentique, les photographes déposaient leur bobine à la rédaction puis s'en allaient et le travail était terminé. Maintenant, c'est pas le cas, vous faites vos photos puis après vous passez sur Photoshop et Lightroom et tout ça pour retoucher, remanier Mm. les colorimétries, tout ça. Est-ce que tu vis ça comme une contrainte ou est-ce que pour toi c'est vraiment c'est la suite logique du travail artistique? Pour moi, aujourd'hui, c'est un outil en plus que tu as et qui te permet quand même une grosse souplesse. Après, faut pas lui retirer non plus, enfin, faut pas lui donner des vertus qu'il n'a pas. C'est-à-dire que je pense que si ta photo est mauvaise à la base, Oui, à moins que tu changes tout, le décor, le ciel, etc. ça vaut pas le Mais coup. si ta lumière est mal faite, si la voiture est mal éclairée, déjà, tu auras un problème de toute manière. Donc, Ouais. après, il faut que tu partes d'une photo qui soit au moins correcte. Mhm. Et là, tu peux l'amener tu vois, dans des mondes, dans des univers ou même sur des qualités qu'elle n'avait pas à la base. Donc ça peut être intéressant. Créativement, c'est très intéressant aussi. Après, moi, au quotidien, dans les photos que je fais, souvent, j'ai des deadlines tellement réduites qu'en fait, j'ai très très peu de retouches derrière parce que j'ai pas le temps. Mhm. Je te le fais schématiquement, mais sur un travail, par exemple, je travaille aussi avec Peugeot. Sur un travail Peugeot, nouvelle 208, j'ai 3 jours de shooting. Je fais 4 ou 5 voitures avec la i208. Je ramène dans mon boîtier peut-être 6000 photos. Waouh! Euh, Trier, livrer aux clients, il y en a moins de 300 pour les quatre véhicules. Donc en fait, tu as beaucoup de tri, Ouais. tu nettoies si tu as des pétouilles, si tu as des poussières, des choses comme ça. Mais tu peux pas faire de la retouche poussée sur 300 photos, Hmm. ça te prend trop longtemps. Donc tu restes avec ce que tu as, tu les homogénéises et c'est tout, grosso modo. J'ai pas le temps de faire plus. Après, moi, il n'est pas rare que je reprenne 2, 3 photos après pour moi et que je fasse un travail un peu plus poussé. Donc, tu vas travailler plus les couleurs en profondeur, changer des ciels s'il faut changer des ciels, faire passer une photo statique, une photo dynamique. Enfin voilà, après il y a un travail un peu plus poussé. Mais au quotidien, je le fais peu, en tout cas pour mes clients. Sauf en publicité, parce que la publicité aujourd'hui intègre vraiment ça dans le travail. Donc pour eux, la photo n'est livrée qu'après retouche et retouche profonde. Ouais, pour le coup, en photo, est-ce que c'est toi qui fais la retouche ou est-ce que c'est d'autres gens qui se chargent de ça? Ça dépend du niveau qui est demandé. La plupart du temps, là aussi d'un point de vue tout simplement temps, j'ai pas forcément moi le temps de passer 2 jours sur une image derrière l'ordinateur, Hmm. même si je sais le faire. Donc souvent en fait je délègue, moi je continue de shooter et en fait quand mon retoucheur me fait des retours, je les valide et on fait comme ça 2, 3 allers-retours avant de livrer le client. Mais c'est vrai que c'est un travail qui est chronophage si on veut bien le faire. Et moi, mon métier reste quand même photographe, donc je pense que je suis plus intéressant sur le terrain que derrière l'ordinateur. Et est-ce que tu fais de la photo pour ton plaisir en dehors du boulot ou est-ce que tu as l'impression justement de travailler quand tu sors ton boîtier pour aller, je sais pas, une soirée avec des amis ou en vacances quelle est ta relation avec l'appareil photo en dehors du travail? Ouais, bah, écoute, non, il fait presse-papier. Non, non, pas du tout. En fait, j'ai eu des phases assez différentes. J'ai eu des phases assez différentes, des moments où j'ai vraiment saturé parce que des moments où je travaillais quand t'as pas d'enfant et que tu te lances, tu travailles 6 jours sur 7, puis tu retouches la nuit, etc. Donc là, c'est clair que les rares moments où tu n'es pas derrière l'appareil photo, c'est plutôt pour oublier ça et puis essayer de garder de la fraîcheur justement. Donc, Hmm. tu essaies de te vider et de te distancier de ça. Après, bah, notamment à Hong Kong, où j'étais dans un contexte complètement nouveau, tu vois, j'ai eu plaisir à ressortir l'appareil photo, mais avec une approche complètement différente. C'est-à-dire que je partais avec une focale fixe, donc pas de zoom, un petit boîtier, et je partais toute la journée et j'allais me confronter à ce que je ne fais pas du tout. C'est généralement, bon, enfin, ou très peu, c'est photographier les gens. Ouais. Donc aller chercher un peu l'interaction, aller chercher des scènes de rue, des scènes de vie. Donc, je pense que si ça t'amène quelque chose de différent, c'est intéressant. Je me vois pas pour le plaisir aujourd'hui, même si j'adore ce que je fais, mais tant que ça en reste mon métier, je me vois pas pour le plaisir le dimanche matin me relever à aller photographier des voitures. Voilà, Ouais. ça c'est sûr. En revanche, le dimanche matin, je peux me relever pour faire des photos de pêcheurs en bord de mer, au lever de soleil, ça y a pas de problème. Donc, ça reste encore une fois, hein, c'est aussi un métier de passion, donc ça t'anime un peu. Je vais voir des expos souvent, je regarde beaucoup de magazines de mode, d'auto, beaucoup de pas mal de temps sur Instagram aussi. Enfin, ça se nourrit tout ça pour moi. Ça se nourrit. Et donc, on a peut-être touché deux mots déjà, mais si tu n'avais pas été photographe, quel métier aurais-tu aimé faire? Ouais, on l'a évoqué tout à l'heure. Sauf qu'apparemment, il y avait un Malgré problème de crayon. ouais,
Non, mais malgré mes études d'éco, tu vois, j'aurais pas fait banquier. J'étais plutôt, après mes études d'éco, j'étais bon pour les fusions-acquisitions. Ça m'a fait un peu peur. Donc j'ai tout de suite arrêté. Et avant ça encore, effectivement, j'ai d'abord voulu être designer auto. Donc j'ai pris des cours de dessin, etc. Après, il faut savoir que, mais un peu comme en photo automobile, mais c'est les routes qui mènent au design automobile sont quand même des routes très exigeantes, avec des écoles qui sont exigeantes et fermées. Et C'est très pas cher. évident et très cher, et les élus sont pas nombreux. Donc, et puis à un moment, je me suis un peu détourné du dessin et j'ai trouvé un autre support qui m'a vraiment botté. Et donc, voilà, j'ai remplacé le crayon par l'appareil photo. Pour clore ces podcasts, j'ai l'habitude de poser 4 questions à mes invités, toujours les mêmes questions. Vas-y. Est-ce que tu fréquentes beaucoup les sites d'annonces automobiles? A priori, tu dois quand même faire ça de temps en temps parce que tu aimes bien la voiture. Ouais, alors surtout en ce moment parce que on revient, on a vendu notre voiture avant de partir, qui était une voiture sans intérêt, sans prétention, pour que mes enfants puissent vomir dedans, et ce qu'ils ont fait copieusement. Donc maintenant, elles sont un peu plus grandes, mes deux filles. Donc j'envisage une voiture un petit peu plus sympa, donc on se remet en recherche. Donc oui, je fréquente effectivement Bon alors, vas-y, ces objets du vice. tu lorgnes sur quoi en ce moment? Tu lorgnes sur quelle voiture? Alors on est toujours coincé, tu sais, entre passion et raison. Ouais, bah oui, tous, Euh, hein. et, et finance, et Oui, finance. Donc après, moi, j'habite dans Paris, donc je vais garder un petit volume. J'aimerais bien une petite sportive, une petite ouais. 308 GTI, Golf R, Mhm, Golf GTI, voilà, quelque chose comme ça, quelque chose qui reste facile à conduire en ville. Je veux mhm. une boîte auto, donc ça sera peut-être pas la 308 Ouais, malheureusement. malheureusement, ouais. Mais voilà, je veux quand même une voiture qui soit aussi assez jolie extérieurement avec des grandes jantes parce que voilà, ça me touche. Oui, c'est le regard de l'esthète. Voilà, un petit peu, ouais, un petit peu. Donc, mais bon, on verra. Le choix n'est pas encore arrêté. Le choix n'est pas encore arrêté. Ton meilleur souvenir de road trip? Alors, on a parlé d'un road trip sympa en Porsche aux États-Unis. Est-ce que c'est celui-là ou est-ce que tu as d'autres souvenirs de road trip qui t'ont vraiment marqué et qui restent là? Bah, battre cette arrivée à Las Vegas dans un hôtel 5 étoiles avec deux caisses poussiéreuses et je te dis, quand tu ouvres la porte, t'as des matelas qui sortent et des, et des tentes et puis t'as des mecs qui sentent clairement le feu de bois, qui ont bu du Jack Daniels la veille au soir. Battre ça, c'était Ouais, un ça petit va peu être chaud dur, quand même. surtout que le Cayenne GTS était rouge avec les jantes noires et c'était l'époque du V8, donc Ah ça oui, chantait bien, oui, et oui. la Panamera GTS était grise. Ouais, c'était un peu compliqué de battre ça, mais après, le road trip, encore une fois, la voiture est un très bon moyen qui est, Ouais. gé- qui est assez extraordinaire. Et le road trip, c'est la continuité parce qu'en fait, c'est génial de découvrir. Donc, moi, j'ai la chance d'en faire beaucoup. Donc, beaucoup de bons souvenirs. Moi, j'adore la Norvège pour photographier. Ouais. J'adore l'Écosse. Tu vois, c'est Mhm. ces pays un peu de bout du monde qui sont très sympas. Donc c'est souvent les road trips sont souvent source de surprises et de découvertes. Donc, ça serait dur de les classer, mais je garde quand même celui des US en premier. Désolé. Ouais, il est C'est pas répé- mal. c'est Il est répétitif, pas c'est mal. répétitif, mais il est bien. Ton garage idéal, sans limite de budget, t'as droit à 4 voitures. Ça doit quand même à peu près correspondre à tes besoins, hein. Fais-nous rêver. Ah, ouais, ouais. C'est quoi? Ouais, ça, c'est toujours les questions pièges. J'ai toujours évité d'y répondre parce qu'en fait, 4, tu vois, c'est pas possible. Ouais, puis en T'en plus, oublies forcément. puis tout de même, je te pose la même question demain, j'aurai 4 voitures différentes, quoi. Mais peu importe, on se prend au jeu quand même. Ouais, ouais, c'est ça. Mais je pense que il y aurait forcément une 911. Hein. Enfin, il y aurait peut-être 4 911. Hein. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Il y aurait peut-être une carrière ratée pour tous les jours, une 2.7 RS parce que j'adore cette Ouais, caisse. Une 93 GT2 parce que ouais, c'est la bête. ouais. Et puis une 911R parce que ça a été peut-être enfin, un des plus gros coups de cœur. Pas Ouais. forcément la plus puissante, mais qu'est-ce que j'aime cette caisse. Donc tu me fais vraiment un garage avec que des 911, quoi. Eh ouais, écoute, ça arrive. Et ça veut pas dire que j'aime pas le reste. Hein. Tu me mettrais. Après, tu m'as dit si ça répond un peu à mes besoins. Là, on a tout faux parce que j'ai deux enfants, donc ça marche pas trop bien. Ouais, c'est vrai que la 911 avec 2 gamins, bon, ça dépend de la taille des gamins, mais c'est Bah, si tu tendu quand même. rajoutes un petit break C63 MG d'ailleurs, ou une RS6, ça va bien. Bah oui, voilà. Mais ça fait 5 Voilà, c'est alors. tout. Ça fait 5, il faut que tu gicles une des 911 alors.
Bah, on gicle la thé parce que la thé, elle est faite pour le quotidien. Donc, on gicle la thé. C'est bon. Puis on garde un break un peu surpuissant. Eh ben, si tu devais conduire qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes jours, donc ça serait une 911, j'ai compris, mais alors du coup, laquelle? Bah, moi, j'ai adoré celle que j'ai citée précédemment, la Carrera AT, qui est je pense une 911 qui manque de reconnaissance Ouais. et qui est vraiment sympa, qui est pour moi une petite 911R, qui est pas la plus dingue, hein, c'est pas celle qui va faire rêver, c'est pas celle que les gens vont mettre en tête de liste, mais qui pour moi fait un super job rapport prix-plaisir. Simplicité aussi, pas une surpuissance. J'aime bien cette caisse. On retrouve un peu pour moi l'esprit 911 des débuts, tu vois. Ouais. Même si la caisse a forcément évolué, pris du poids et un peu de taille. J'ai bien aimé ce qu'elle m'a fait vivre, cette petite carrière. C'est vrai qu'elle est très sympa. Eh ben Thibaut, merci beaucoup d'avoir consacré un petit peu de temps à ce modeste podcast. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Alors Instagram. D'ailleurs, si des auditeurs ont encore des questions, hein, je pense notamment à ton fidèle auditeur, ils peuvent me contacter. Aucun problème. J'apparais pas sous mon nom, j'apparais sous The Good Click, le bon clic, The Good Click sur Instagram. Ouais. Donc, voilà, à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Facebook aussi un petit peu. Je réponds souvent j'aime bien partager beaucoup de choses, donc si, des demandes techniques, des demandes comment je suis arrivé là, les conseils pour y arriver aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut développer comme talent pour être bon photographe aujourd'hui avec le numérique, etc., l'avenir, tout ça. Je réponds souvent à des questions et j'ai grand plaisir à partager, donc tu peux envoyer tout le monde vers moi. Eh ben, c'est super, tu vas peut-être recruter ton futur assistant alors. Grâce à moi. Pourquoi pas, bien sûr. Un passionné, moi je faut un bon coup de volant et puis il faut être un peu passionné de photos et d'auto. Ça va de soi. Merci Thibaut, à la prochaine. Merci Vincent. Ouais, à plus tard. Salut. Et voilà, c'est la fin de ce 3e épisode d'Histoire d'auto. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner avec votre application de balado favorite. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @histoire d'auto, au pluriel. Ou par mail aussi, vous pouvez m'envoyer des petits messages, j'adore ça. Histoire d'auto, toujours au pluriel, @gmail.com. Voilà, le prochain épisode, ça sera, comme d'habitude, d'ici une petite quinzaine de jours. En attendant, je vous souhaite une bonne route. Ciao!